travaillé dans la recherche, 5 ans comme maître de conférence. Ensuite, je suis passé professeur dans une école d'ingénieurs qui se créait et dans laquelle j'ai enseigné une dizaine d'années l'informatique pour ensuite revenir à mes premières amours, puisque maintenant je dirige le service informatique et le service technique de cette école. Merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je tiens un blog personnel sur où j'explique, où je parle un peu de mon activité d'expert judiciaire, je parle aussi d'autres choses. Mais là, je suis ici devant vous pour vous parler de cette activité. Alors, je vais vous faire une présentation en 3 parties. Je vais rapidement vous présenter ce qu'est l'activité d'expert judiciaire. Alors, en informatique, je le mettais dans le titre, puisque il y a beaucoup de types d'experts judiciaires. Moi, je vais parler de ce que je connais. Ensuite, le cœur de la présentation sera autour des défis de l'expert judiciaire. Là aussi, j'anticipe, puisque je vais vous parler des défis que j'ai rencontrés. Pas prétendre être exhaustif sur l'ensemble des défis que peuvent rencontrer les experts judiciaires. Et n'y voyez pas non plus dans ma sélection d'ordre, puisque je vais plutôt vous parler de ce qui m'a marqué dans mon activité d'expert judiciaire. Ensuite, une conclusion, un peu de bibliographie et la réponse aux questions. Alors, première partie, qu'est-ce qu'un expert judiciaire? Le petit truc où je me rends compte qu'il y a pas mal d'incompréhension, c'est qu'en fait, ça n'est pas une profession. Alors, je ne vais pas définir par une négation, mais comme je sais que souvent le public me dit oui, bon, donc c'est votre métier, en fait, pas du tout. Pour être expert judiciaire, il faut impérativement avoir un métier. Et en fait, c'est de ce métier et des connaissances que vous avez en pratiquant ce métier, ce sont ces connaissances qui vont intéresser la justice et qui vont faire que vous allez devenir expert judiciaire. Donc ça n'est pas une profession, c'est une activité parallèle à un métier. Une petite remarque sur le mot expert. C'est un mot un peu trompeur, on peut l'utiliser dans beaucoup de cas. Vous êtes tous des experts, beaucoup en matière de sécurité informatique, certains sont enseignants, donc vous êtes experts en pédagogie, vous avez plein de gens qui, du fait de leur activité, développent une expertise. D'ailleurs, ça peut être aussi une expertise que vous développez de par votre vie privée. Vous pouvez être un bon jardinier à un niveau extrêmement important. Donc le mot expert est un mot un peu générique. Quand on parle d'expert judiciaire, on parle en fait d'une personne qui intéresse les magistrats. Alors, la présentation classique est la suivante. Ce sont des gens qui sont habilités et chargés de donner aux magistrats un avis technique sur les dossiers que les magistrats vont avoir à étudier. Le magistrat, lui, est un expert du droit, mais a besoin de s'appuyer sur les connaissances d'un certain nombre de personnes dans les dossiers qu'il a à gérer. Alors, expert judiciaire, en fait, c'est un titre protégé qui correspond à des personnes qui vont être inscrites sur un annuaire. Alors, c'est exactement de cette manière-là que ça va se passer. Les magistrats vont avoir dans un dossier besoin de connaissances particulières, un dossier informatique, un dossier dans lequel l'informatique intervient, que ce soit un dossier pénal, un dossier commercial, je vais y venir tout à l'heure. Le magistrat a besoin de répondre à un certain nombre de questions. Il va poser ces questions à une personne compétente, censément compétente,
cette personne, il va la trouver dans un annuaire établi par les cours d'appel. Cet annuaire, les gens qui sont inscrits dans cet annuaire, ce sont des personnes qu'on appelle des experts judiciaires. Alors, c'est un annuaire public, hein, donc tout le monde peut consulter cet annuaire pour savoir qui est expert judiciaire. Un petit mot rapide sur la procédure pour devenir expert judiciaire. C'est une procédure assez simple à mettre en œuvre, puisqu'il vous suffit de déposer un dossier avant le 1er mars de chaque année auprès du procureur de la République, qui va instruire l'analyse de votre dossier. Alors, dans le dossier, vous mettez, c'est un gros CV, hein, vous mettez votre parcours professionnel, votre formation, vos compétences, tout ce qui peut éclairer vos compétences. Donc si vous avez fait des publications dans des revues, si vous avez fait des conférences, si vous avez suivi des formations particulières, tous vos diplômes, donc, tout ça dans un dossier qui va être instruit par le procureur et présenté au magistrat de la cour d'appel, qui vont étudier les candidatures et les accepter ou les refuser. Alors, il y a beaucoup de demandes, peu d'élus, puisque, on va le voir, je vais dire pourquoi tout à l'heure, c'est aussi un titre relativement recherché. C'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose. Enfin, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, les défis de l'expert judiciaire, les défis que j'ai rencontrés dans mon activité d'expert judiciaire. Je vous l'ai dit en me présentant, je suis ingénieur avec une spécialisation de l'informatique. Je vous parle des années 80, hein, donc, ça remonte un petit peu. Je n'ai aucune formation en droit. Je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'écoles, il y a une grande ouverture, par exemple, le monde de l'entreprise, évidemment, mais aussi des cours de droit. Moi, je n'ai pas du tout suivi de cours de droit. C'était vraiment maths, physique et maths, et ensuite informatique. Donc, je suis arrivé dans le monde du travail par le biais de la recherche, ensuite, toujours dans le monde du travail par le biais de l'enseignement. Le monde du droit, c'est un monde inconnu. Alors, pas tout à fait inconnu, puisque j'ai la chance d'avoir épousé une avocate, et donc, on va dire de manière naturelle, je me suis intéressé à l'univers professionnel de mon épouse, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un, ça ne remplace pas les cours de droit avec toutes les années d'expérience qu'on peut avoir sur cette chose-là. Alors, quand on est expert judiciaire, il faut quand même s'intéresser au monde de la justice. Alors, par exemple, moi j'ai découvert que la justice en France est organisée, il y a deux justices en fait. Il y a la justice judiciaire et la justice administrative. La justice judiciaire, avec les affaires pénales, les assises, le tribunal de commerce, tribunaux d'instance, de grande instance, mais vous avez également une justice administrative réservée à tous les conflits qu'il est possible d'avoir avec l'État. Alors vous avez des experts donc judiciaires et vous avez des experts auprès des tribunaux administratifs. C'est aussi autre chose. Les listes d'ailleurs, les listes d'experts auprès des tribunaux administratifs ont été créées l'année dernière, alors que les listes des experts judiciaires ont plusieurs décennies d'existence. Je l'ai dit, il faut un peu comprendre un peu les mots qui sont la base du jargon judiciaire, les affaires pénales, les affaires civiles, les prud'hommes, les affaires commerciales, etc. Je viens de le citer, les tribunaux d'instance, de grande instance, les cours d'appel, cours de cassation, les tribunaux administratifs, les cours d'appel administratifs, enfin tout cet univers-là, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel au départ. Bon, ceci dit, il existe des ouvrages qui expliquent ça très bien, hein, c'est des ouvrages qui sont utilisés
utilisé le premier mois des cours de droit par les étudiants. Je vous invite à les regarder, c'est toujours intéressant quand même de savoir, de connaître la justice avant d'y avoir affaire. Enfin, j'ai découvert aussi le rôle de l'expert judiciaire. Je vais vous en parler, c'est un peu l'objet de cette présentation, mais il faut savoir aussi ses limites, il ne faut pas les outrepasser. Vous avez des expertises dites judiciaires, vous avez aussi des expertises dites privées. Alors, judiciaire, c'est quand le magistrat vous désigne. Le magistrat vous confie une mission dans un dossier précis avec des questions auxquelles vous allez avoir à répondre. Les avocats peuvent également vous contacter. Je vous ai dit que l'annuaire était public, donc les avocats vont vous contacter dans le cadre d'un dossier pour les aider à comprendre le dossier, eux étant experts du droit, vous étant expert technique dans ce dossier, si votre spécialité correspond. C'est ce qu'on appellera des expertises privées. Où là, l'activité est extrêmement différente. Vous êtes plus consultant en fait auprès d'une des parties. Alors, j'ai eu, pour illustrer mon propos, à traiter des dossiers au départ principalement de pédopornographie. Donc ça, c'est au pénal, puisque on parle de crimes au pénal, plus précisément à l'instruction. Le juge d'instruction, pardon, va avoir une suspicion de crime. Les ordinateurs vont être saisis par la police ou la gendarmerie et je vais recevoir un courrier ou un coup de téléphone, en général c'est un courrier, m'indiquant que je suis désigné pour tel dossier, telle affaire, pour analyser le contenu d'un CD. Un ordinateur, un groupe de CD-ROM, de DVD, une box, enfin un support susceptible de contenir ce type d'informations. Et effectivement, donc là, on va travailler au pénal. Quelque chose aussi, alors pour le coup, un univers que je ne connaissais pas forcément très bien, ce sont tout ce qui va être conflit entre entreprises au tribunal de commerce. Typiquement, l'informatisation ratée d'une entreprise, une entreprise qui se réinformatise ou qui s'informatise et qui fait appel à un prestataire, une société de service, et ma foi, voilà, il y a un problème, ça se passe mal. Les entreprises commencent à s'échanger des courriers recommandés à travers des avocats, et tout ça passe en justice. Le magistrat, lui, ne sait pas trop l'état de l'art, est-ce que le contrat a été bien rédigé, qui l'a suivi, comment est-ce que l'entreprise a respecté les contraintes liées à son type d'activité. Et donc toutes ces questions vont être posées à l'expert judiciaire qui va intervenir dans ce type de procédure. Alors ce sont des procédures contradictoires, c'est-à-dire que vous devez faire votre travail en présence de toutes les parties concernées. Ça demande de connaître les procédures, la convocation des parties à la première réunion, vérifier que les parties sont bien présentes et travailler avec elles. Enfin, il y a tout un formalisme qu'il est important de suivre pour ne pas voir votre propre responsabilité mise en cause. Tribunaux civils, le particulier mécontent. Vous achetez un ordinateur, l'ordinateur ne fonctionne pas, vous voyez le commerçant vous dit non, moi j'ai fait, je rembourse pas, enfin, voilà. Le particulier va au tribunal d'instance pour, si les montants sont plutôt faibles, et vous pouvez être désigné pour trancher ce type de litige. J'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est litige contre l'État, où là, effectivement, ça va plutôt être sur les tribunaux administratifs, avec des procédures différentes des procédures judiciaires. Et puis, la partie plus consultant, où le fait d'apparaître dans la liste dans l'annuaire de la Cour d'appel fait que les parties vous contactent
pour les aider, les assister dans un procès. Évidemment, vous ne pourrez pas être désigné comme expert judiciaire dans ce dossier, puisque vous êtes l'expert d'une des parties. Ça aussi, il y a des règles à suivre et des procédures à éviter, des règles déontologiques. Tout ça s'illustre par une phrase qui est le serment prêté par l'expert judiciaire au moment de sa nomination. Donc, je vous laisse le découvrir. Les mots-clés, concours à la justice, accomplir sa mission, faire son rapport et donner son avis en son honneur et en sa conscience. C'est ça le plus important. Les problèmes rencontrés. Alors, les différents problèmes qu'on peut avoir quand on est expert judiciaire, c'est que moi, en fait, je me considère plutôt comme un spécialiste de l'informatique, mais l'informatique, c'est un vaste domaine. Donc, je suis en fait un généraliste de l'informatique. Je peux intervenir dans absolument tous les dossiers où il y a de l'informatique. Et en face de moi, alors ça peut être un dossier, par exemple, en sécurité informatique. Or, je ne suis pas du tout un spécialiste de la sécurité informatique. Loin de là. C'est un domaine qui m'intéresse comme généraliste, mais pas du tout. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas vos compétences. Et pour autant, je peux être désigné dans un dossier où il y aura un problème pointu de sécurité informatique. Donc c'est une difficulté, déjà, à faire comprendre aux parties qu'on n'est pas nécessairement une personne pointue, tout simplement parce qu'il n'est pas possible, au niveau de l'organisation de la justice, d'avoir un spécialiste garanti dans tous les dossiers de l'informatique. C'est exactement comme en médecine. Vous avez une multitude de médecins généralistes et ensuite quelques spécialistes dans des lieux bien précis. Alors, ça c'est le gimmick habituel. Je ne suis pas juge, je ne suis pas un justicier. Donc quand j'interviens dans un dossier, j'ai un comportement plutôt neutre, mesuré, qu'il faut conserver tout au long de la procédure pour essayer d'avoir une méthode scientifique pour aborder le problème de la manière la plus sereine possible. J'y reviendrai, c'est pas toujours facile de rester serein, et c'est le rôle de l'expert judiciaire d'amener cette sérénité. Alors, le défaut, c'est le côté expertise privée, ou aussi le fait que pour un certain nombre de personnes, c'est une apothéose de carrière que d'être reconnu par ses compétences, par la cour d'appel de sa résidence, de son lieu de résidence, et donc qui ont plus envie d'ajouter une ligne à leur CV en mettant en avant le fait qu'ils sont experts judiciaires, plutôt que de contribuer au bon fonctionnement de la justice. Alors ce ne sont pas forcément des gens qui sont incompétents, souvent d'ailleurs des gens compétents, mais c'est un petit peu ce côté-là que je trouve parfois désagréable, alors que le but c'est de mettre ces compétences au service de la justice. Les missions mal rédigées, donc ça c'est, je vais vous donner un exemple très clair, très simple. Un magistrat me demande, donc par écrit, de rechercher la présence éventuelle d'images pédopornographiques sur un CD qui va m'être amené, etc. Et d'imprimer toutes les images découvertes sur le CD. Alors, c'est très clair, c'est très simple, sauf que en matière pénale, il faut suivre strictement la mission qu'on vous demande. Donc si je dois imprimer toutes les images, je dois les imprimer et toutes. Vous savez que, en tout cas j'en parle assez souvent sur mon blog, il m'est arrivé d'avoir dans un dossier 100 000 images pédopornographiques, sans compter les films. Alors les films, pour les imprimer, c'est déjà pas facile. Il faut extraire des images, enfin bon, c'est... Donc là, j'ai dû contacter le magistrat, lui demander de
si vraiment il voulait que j'imprime l'ensemble de ce que je trouvais, ou si il acceptait, mais il fallait qu'il me le mette par écrit, que je lui fournisse un DVD, ou en tout cas le support approprié, avec toutes les images, et que je n'imprime que quelques morceaux choisis, si je puis dire. La déclaration d'impôt, alors ça c'est intéressant parce que quand vous êtes expert judiciaire, je vous l'ai dit, c'est une activité annexe, c'est une activité parallèle. Eh bien, ça c'est quelque chose que l'administration française, les administrations françaises, les différents services de l'État n'ont pas bien compris. Donc en fait, comme vous recevez des honoraires, alors parfois vous êtes considéré comme géré par l'État, ça c'est la théorie, mais dans la pratique ça ne fonctionne pas vraiment. Ou alors on vous considère comme un professionnel, certains organismes en particulier, tout ce qui est URSSAF, etc., viennent vous... Enfin, bon, c'est ceux qui ont des problèmes, des phobies administratives, il ne faut pas faire expert judiciaire. Le paiement des expertises, alors pour ceux qui sont consultants ou qui travaillent dans les entreprises, vous savez que la règle c'est on paye à 30 jours ou 60 jours. Le paiement des expertises, vous serez remboursé à 300 ou 600 jours. Hein, donc c'est plutôt 1 an ou 2 ans après. Donc quand il s'agit de vous faire rembourser vos billets de train, c'est pas très grave. Quand vous avez dû louer les services d'une salle blanche et que vous avez dû avancer 10 ou 15 000 euros, là écoutez, c'est beaucoup plus gênant, parce que moi je suis un particulier, hein, je ne suis pas une fondation, je ne suis pas un chef d'entreprise, je suis un salarié, et ça peut jouer des tours, surtout si vous engagez sur des dossiers assez lourds. Alors, défi numéro 2, assez évident, maîtriser l'inforensique. L'inforensique, c'est, on dit aussi en français, parce qu'inforensique c'est un mot forgé pour ressembler au mot anglais computer forensic, c'est plutôt informatique légale, hein, qui est d'ailleurs plutôt là pour le coup collé sur le concept de médecine légale. Donc ce sont les sciences, c'est la preuve, la science de la preuve numérique. Donc quand on me demande si telle personne s'est connectée ou telle personne a fait telle action, ou si vous avez la présence de tel fichier sur tel ou tel matériel, c'est toutes les techniques et protocoles liés à la constitution de cette preuve informatique, preuve numérique. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'outils. Je vais les passer rapidement puisque je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez. The SlutKit, qui est un outil open source que j'utilise principalement, avec son interface graphique Autopsy, et qui permet effectivement, après la prise d'image des disques durs ou des différents supports au format numérique, d'en faire l'analyse intégrale. Donc ça reconnaît tous les formats de fichiers, les file systems, etc. Enfin presque tous, beaucoup, et ça permet effectivement d'aller gratter sur une copie numérique d'ailleurs, plutôt que sur l'original, le plus d'informations possible, sachant qu'il y a quand même beaucoup d'informations effacées qui sont toujours là, vous le savez, et donc c'est un petit peu là-dessus à ça qu'on va s'intéresser. Vous avez l'équivalent commercial, plus puissant dans la mesure où il est plus facile d'emploi, puisque c'est à la portée de tous les utilisateurs, il faut juste dépenser 3 000 euros. Donc moi je n'ai pas encore ces outils-là. Encase et FTK qui sont deux outils relativement leaders sur ce segment d'activité. Moi je m'appuie beaucoup sur les outils de la communauté open source. J'aime bien mettre en avant cette distribution Deft Linux qui permet effectivement de faire des copies assez facilement, surtout quand vous êtes en assistance huissier de justice, où vous débarquez dans une entreprise ou chez un particulier et on vous demande de faire des copies. Donc vous arrivez dans un environnement que vous ne connaissez pas, hein, vous ne savez pas s'il y a 3 disques de 200 gigas ou s'il y a 10 disques de 4 Tera, et il faut faire des copies évidemment non intrusives. Donc ce type de distribution permet de booter sans connaître les mots de passe des gens, si tant est que vous puissiez évidemment booter sur le CD. Kali Linux, où là c'est plus un outil de pentester
Donc là, on parle plutôt des outils pour aller voir un petit peu ce qui peut se passer sur le réseau, sur les réseaux filaires ou hertziens, Wi-Fi, etc. Un outil, comme c'est pas mon métier de faire du pentest, c'est un outil que j'apprends à découvrir au fur et à mesure. Bien sûr, tout ce qui est outils pour craquer les mots de passe, donc ça c'est plutôt un vieil outil. J'en profite au passage pour expliquer que à chaque fois que j'ai un besoin, le temps judiciaire étant ce qu'il est, je me renseigne sur l'état de l'art. Aujourd'hui, je sais craquer du Windows XP, du Windows 7, du Windows 8. On ne m'a pas encore nommé pour craquer un Windows 10. Bon, le jour où j'aurai besoin, dans une mission, de faire ce genre de choses, j'irai voir sur les réseaux appropriés, publics, si ces outils sont disponibles. Oui. C'est pareil. C'est pareil. Voilà, bon, donc, ok. Mais bon, c'est important de comprendre que c'est... moi, j'utilise les outils mis au point par les spécialistes. Mimikatz. Alors, j'ai assisté au STIC à une conférence de Gentil Kiwi qui m'a absolument affolé parce qu'en tant que DSI, donc en tant que responsable informatique, je me suis rendu compte en fait que n'importe quel poste de travail allumé, avec ce type d'outils, vous avez accès à quasiment toute l'infrastructure informatique. Alors, en tant que professionnel, moi, ça ne m'a pas inquiété, surtout dans une école d'ingénieur où il y a quand même pas mal de monde en fait qui cherche un peu les failles du système. Mais par contre, en tant qu'expert judiciaire, ce sont des outils absolument extraordinaires pour rentrer dans les lieux où on n'est pas forcément invité. LabVIEW, un petit outil qui commence à dater, mais qui permet de virtualiser une image faite, une image numérique d'un disque dur. Vous pouvez l'analyser, mais en la bootant en fait dans une image virtuelle. Je n'avais pas pensé tout de suite à faire ce genre de choses. Moi, j'analysais avec The Slutkit les CD, mais c'est bien aussi de démarrer la machine du suspect parce que on voit des choses. Enfin, le côté visuel peut être intéressant, l'image de fond d'écran, on voit des choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on est une analyse juste à travers ces outils. C'est intéressant, surtout que LabVIEW utilise les bonnes propriétés des images numériques, ne modifie pas votre image d'origine et pour autant arrive à la faire vivre. Un outil fantastique, j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer le créateur qui est français, Photorec et Test Disc que je vous recommande évidemment si vous avez perdu des données sur des petites cartes SD d'appareils photo, c'est parfaitement pratique. Alors, je suis confronté absolument à tous les domaines matériels. Les DVD, donc qu'est-ce qui est inscrit dans les métadonnées des DVD pour savoir quand est-ce qu'ils ont été gravés, comment, par qui, est-ce qu'ils ont été gravés en plusieurs fois, est-ce que ça a été modifié, est-ce qu'il y a des données qui ont été effacées. Vous savez que sur un DVD, on peut effacer des informations, évidemment elles ne seront pas effacées, mais elles n'apparaîtront plus à la simple lecture du DVD. Donc il faut un peu connaître les structures de ces différents formats. Je vous passe bien sûr les différentes bandes, disques durs, etc. Donc les supports, les formats, donc SATA, SSD, alors je dis format au sens général, tout ce qui est hybride. Alors SATA, SSD, la différence à mon niveau, c'est qu'à chaque fois que vous démarrez un disque SSD, il se modifie. Les processus qui permettent de garantir le fonctionnement et le stockage d'informations font qu'il y a des mouvements de données sur le disque, ce qui veut dire qu'en termes de preuve, chaque démarrage modifie le scellé, qui effectivement est en soi un problème. Mais bon, il faut le savoir et il faut l'expliquer aux magistrats parce que vous serez attaqué sur ce genre de choses. Donc SSI, sa déclinaison SCSI, pardon,
et sa déclinaison moderne qui est SAS, etc. Pour tous les formats. Je ne vous ai pas cité les plus anciens, mais c'est vrai que des fois, vous avez affaire à des systèmes assez particuliers. Et bien sûr, j'en ai parlé tout à l'heure, tout ce qui est système de fichiers. Hein, j'en cite quelques-uns les plus fréquents, mais il y a énormément de systèmes de stockage de données, tous différents. Alors là, c'est plus pour les analyses à chaud, hein, quand vous avez à intervenir sur du matériel qui est allumé, de connaître un petit peu les différents types de mémoire et d'utiliser les bons outils. Alors, je suis assez peu expert sur ce domaine-là. Moi, je suis justement pas. Je refuse les missions où je dois intervenir à chaud sur du matériel allumé. Je ne suis pas équipé pour ça. Je ne sais pas figer la mémoire vive pour pouvoir l'exploiter ensuite. Et quand on arrive avec des outils d'analyse de ce type-là, c'est un peu intrusif, sauf que, évidemment, vous le savez, en mémoire vive, tous les mots de passe sont stockés. En tout cas, toutes ces informations intéressantes sont stockées en général en clair. Alors, défi numéro 3, je ne pouvais pas ne pas en parler face à une assemblée intéressée par la sécurité informatique. C'est un défi pour moi, je vous l'ai dit, n'étant pas un spécialiste du domaine. Alors, je vais l'illustrer de manière très simple. Quels sont les obstacles que j'ai pu rencontrer? Parce que moi, je vous parle de ce que j'ai déjà vécu. J'en aurai certainement d'autres. On me pose souvent la question, est-ce que les suspects, les propriétaires décédés, qui sont des personnes a priori innocentes, est-ce qu'elles ont facilement envie de donner leurs clés? Alors, ça dépend. En général, alors moi, j'interviens pas en frontline, hein. Je suis derrière, hein, loin derrière. C'est assez particulier, on va dire, hein, tout ce qui est perquisition. Hein, c'est pas quelque chose que j'apprécie, hein, moi, en tant que personne. C'est assez dur à vivre. En tout cas, effectivement, j'ai jamais vraiment rencontré de difficultés sur ces choses-là. Et quand les gens ne donnaient pas leurs clés, ou quand finalement, dans la procédure, parce que quand on m'amène le CD chez moi, je suis assez loin de la procédure. Donc si on ne me donne pas les mots de passe, ben, je l'ai dit tout à l'heure, il y a suffisamment d'outils pour pouvoir les récupérer. Et en général, quand vraiment c'est compliqué, on peut contourner, je vais en parler là rapidement. Voilà, on peut contourner déjà avec ces outils. D'aider tout simplement permet de faire la copie du disque. Si vous avez un login sur un mot de passe sur le BIOS ou tout ça, vous ouvrez la machine, vous enlevez le disque, vous en faites une copie, et là vous accédez à tout. À tout sauf quand c'est chiffré. Hein, alors quand c'est chiffré, on fait de la cryptologie. Hein, ça c'est un mot qui existe, j'ai droit. C'est la science du chiffrement et du déchiffrement. Donc j'ai été confronté à TrueCrypt. Moi j'utilise en tant que particulier, j'utilise Ghostcrypt, hein, parce que c'est russe, donc sympa. Et VeraCrypt qui est le fork, je crois, de TrueCrypt. Donc ça c'est un chiffrement très fort, impossible à casser. Impossible sauf si vous arrivez à deviner les clés. Et les clés, ma foi, les 2 fois où j'ai été confronté à ces containers chiffrés, les clés, je les ai obtenues en regardant la messagerie et en me disant que la plupart du temps, les mots de passe, finalement, sont toujours un peu les mêmes. Soit vous devinez le mode de fabrication du mot de passe, soit en fait, il n'y a qu'un mot de passe, et toujours le même. Et donc forcément, à un moment, il est utilisé sur un site web qui est mal protégé et qui, enfin vous les connaissez, qui vous envoie gentiment en clair par mail. Voilà, vous venez de créer un compte, le login c'est ça, le mot de passe c'est ça. Et ces mails, ma foi, moi j'y accède en clair sur un support, pas forcément le disque dur, s'il est bien chiffré, j'y accéderai pas, mais sur les messageries, par la force du juge d'instruction qui nous ouvre les portes des fournisseurs d'accès Internet.
J'ai un autre exemple sur lequel je vais passer assez vite. macOS, un disque qui était entièrement chiffré, sur lequel on me demandait de prouver l'existence d'un fichier qui portait un certain nom. Bon, le disque était entièrement chiffré, j'avais absolument pas le mot de passe. Et en fait, j'ai quand même lancé une recherche sur le disque chiffré, une recherche d'une chaîne de caractères. C'était complètement par dépit que j'ai fait ça. Et en fait, cette chaîne de caractères, hein, le nom du fichier, apparaissait en clair, en fait, dans le système de mise en veille à l'époque de ce type d'ordinateur, où quand l'ordinateur portable, la batterie arrivait à son terme, la mémoire était dumpée sur le disque dur, mais sans être chiffrée. Et pas de chance, dans ce dump, en clair, il y avait effectivement cette chaîne de caractères qui apparaissait, et donc la preuve que l'ordinateur contenait bien, en tout cas, que ce nom de fichier apparaissait. Moi, c'est tout ce que j'ai pu dire, je ne pouvais pas dire plus de choses. Bon, je suis déjà intervenu dans une entreprise où on me demandait d'expliquer pourquoi le PAVX avait été piraté. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste du PAVX. Par contre, je suis assez curieux, donc je lis les manuels. Donc là, en l'occurrence, sur l'entreprise, j'avais lu le manuel avant d'aller à l'expertise. Et j'ai vu que sur ce type de PAVX, ben, en fait, c'est inscrit dans tous les manuels que les salariés de l'entreprise avaient. Vous pouvez facilement, en faisant un code très simple avec une étoile et deux chiffres, vous pouviez passer en mode conférence. Et donc, ben, l'entreprise avait laissé ce mode, ce qui permettait finalement, quand le patron était au téléphone avec quelqu'un, à n'importe quel salarié à l'intérieur de l'entreprise, de passer en mode conférence avec le poste du patron et d'écouter ce qu'il dit. Voilà. Rien de piraté, c'était simplement l'usage détourné d'une fonctionnalité. Hein, c'est pas un bug, c'est un feature. Alors, ce type de dossier, pour moi, qui suis passionné par cet univers judiciaire, ça c'est quelque chose, moi c'est un peu le Graal. C'est-à-dire qu'une personne, hein, qu'un simple citoyen, qu'un simple informaticien puisse être désigné par un magistrat et avec comme mission de rentrer dans une salle de marché, hein, donc avec des ordinateurs absolument partout, que vous ne pouvez absolument pas arrêter, qui fonctionne comme une ruche, vous devez rentrer dans cette salle et remplir votre mission, à savoir regarder les procédures, les logiciels, le fonctionnement, sachant que c'est du matériel spécifique, ce sont des OS spécifiques, ce sont des logiciels spécifiques. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'aurais refusé ce type de dossier parce que c'est absolument pas dans mes compétences. Défi numéro 4, restez dans les temps, restez dans la course. Alors, ça, je vous l'ai dit, 52 ans, je suis un des rares cheveux blancs de la salle. L'informatique, c'est un métier qui bouge en permanence. Les technos bougent en permanence. Enfin, tout ça, c'est évident. Mais effectivement, autant c'est utilisé, on va dire, par le côté clair de la force, autant ça va être aussi détourné par le côté obscur. Et du coup, il faut quand même rester vigilant. Mais finalement, c'est aussi le métier de l'informaticien que de rester dans la course. Alors, à mon niveau, je maintiens pas mal de veille technique sur les antivirus. Parce que quand on me demande si un ordinateur a servi pour faire tel délit ou tel crime, pédopornographie par exemple, encore faut-il que ce soit l'utilisateur qui ait téléchargé ces images. Parce que moi, je vais pouvoir prouver la présence de ces images. Je ne pourrai pas dire combien de temps elles ont été regardées. Je ne pourrai pas dire si elles ont été... la personne a téléchargé, elle a vu que c'était ce type d'image. Elle l'efface instantanément, elle pensait télécharger illégalement un DVD de tel ou tel film, puis en fait c'est un film pornographique ou pédopornographique. Donc moi je peux pas dire. D'ailleurs il faut que je l'écrive, ça, il faut que je l'explique aussi. Hein. Mais c'est encore plus grave quand la personne n'a strictement rien fait et que c'est en fait un logiciel inconnu,
installés par des biais inconnus par l'utilisateur qui ont perturbé le fonctionnement de sa machine. Donc une veille là-dessus. J'ai parlé du chiffrement, de la stéganographie. J'ai déjà eu aussi un dossier où, vous connaissez, hein, l'information des licates était stockée dans les images. Comment est-ce que je l'ai su? Tout simplement parce que une des premières choses à faire quand on a un ordinateur, c'est déjà de faire la liste de tous les logiciels qui sont installés dessus. Si vous avez un logiciel de stéganographie, vous regardez comment il fonctionne, et là vous savez que toutes les images sont susceptibles d'héberger ce type d'informations. Hein, je ne suis pas devin, mais un autre domaine où il faut être bien équipé. Alors je suis très conservateur, hein, donc j'ai encore tous mes bouchons BNC, des réseaux 10 mégabits Ethernet du début. J'ai encore un TRS-80, un Mac du début. J'ai tout ce qui est connecteur, SCSI, UltraWise. Comme je travaille dans une école d'ingénieurs, ces connecteurs, quand ils deviennent périmés, au lieu de les jeter, en fait, moi je les garde. Et ça me permet effectivement d'intervenir dans des secteurs parfois assez conservateurs où le matériel évolue peu, comme par exemple des banques. Les bloqueurs en écriture, il faut avoir dans ces carnets d'adresses des prix intéressants pour accéder aux salles blanches. Quand on vous amène un scellé, je le citais là, comme anecdote il n'y a pas longtemps sur mon blog, l'ordinateur portable, on me l'a amené, il fallait l'expertiser tout de suite, absolument tout de suite, dans l'heure. Alors j'ai dit à l'officier de police judiciaire, je disais pourquoi d'habitude vous me dites j'ai 3 ou 4 mois, non mais là il faudrait que vous soyez chez vous tout de suite, je vous l'amène. Bon, j'accepte, donc je prends une demi-journée de congé et l'officier de police judiciaire m'amène, je le vois arriver avec une caisse plastique remplie d'eau et l'ordinateur à l'intérieur, dans l'eau. Et il me dit voilà, c'est un ordinateur qu'on a récupéré dans le fleuve, pas loin de là où j'habite, et la procédure c'est de le laisser dans l'eau, mais parce que si on l'enlève, il va rouiller, et s'il rouille, on ne pourra plus l'analyser. Mais en même temps, en le laissant dans l'eau, il ne roule pas, mais il faut l'analyser rapidement, parce que forcément, ce n'est pas bon pour lui. Bon. Ça a été la première fois, effectivement, j'ai dû avoir affaire à une salle blanche, et c'est assez onéreux. Il faut rester, dans le coup, au niveau juridique. Alors là, j'ai la chance, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une épouse avocate, hein, donc c'est tout le mal que je vous souhaite. Aux femmes aussi, d'ailleurs. Et puis rester un peu au courant de la jurisprudence. Vous savez qu'il y a pas mal de choses qui se passent en la matière en ce moment. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais en tout cas, être au courant aussi de ce qu'on a le droit de faire. Quand on est DSI, quand on est administrateur informatique, quand on est informaticien dans une entreprise, c'est bien de savoir ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire. Hein. Donc je vous invite tous à consulter un petit peu la jurisprudence. Ça se lit assez bien sur les blogs. Il y a beaucoup de sites qui expliquent ça correctement ou simplement, et ça permet, et ça bouge aussi. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on doit conserver comme log, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on doit déclarer, ça c'est un peu lointain, mais quand on est concerné directement, c'est un peu plus intéressant. Bon, je l'ai dit, tout l'état de l'art, on me demande de donner l'état de l'art. Le magistrat me dit, est-ce que l'informatisation faite par ce prestataire correspond à l'état de l'art d'aujourd'hui? Encore faut-il le connaître, savoir comment se déploie un ERP, savoir quelles méthodes existent, sont enseignées dans les écoles et appliquées dans les entreprises pour informatiser les sociétés. C'est un exemple. Défi numéro 5, se maîtriser. Alors, se maîtriser, pourquoi? Là, c'est très personnel, mais c'est vraiment moi ce que j'ai vécu. En particulier, j'ai été nommé expert judiciaire à 35 ans. C'est assez jeune, hein, c'est une activité, en général, les personnes sont plutôt, maintenant, ça fait que je commence à rentrer dans la zone, donc plutôt plus de 50 ans, ou voire plus. À 35 ans, j'avais 2 enfants, j'en ai 3 maintenant, donc forcément, quand on n'a pas l'habitude et qu'on vous demande de regarder toutes les images d'un disque dur, en particulier en matière pédopornographique,
c'est assez dur. Alors, je suis assez sensible à ça, je suis obligé de le dire. J'ai ouvert mon blog aussi pour ça. On m'a assez critiqué d'ailleurs pour ça. Mais voilà, moi c'était une manière d'évacuer ça. C'est pas toujours facile d'en parler même à son épouse, c'est pas toujours facile d'en parler en famille, au repas du dimanche. Donc moi j'avais besoin d'un exutoire, j'ai ouvert mon blog pour parler tout seul, hein. Je parlais à travers mes écrits, il n'y a personne qui les lisait, c'était pratique. Aujourd'hui, il a pris plus de notoriété parce que moi je pensais que beaucoup d'experts allaient ouvrir des blogs, c'était la belle époque des blogs, puis malheureusement je suis toujours le seul, ou presque le seul, à tenir un blog. Donc finalement ça m'a plus... oui, les tours, j'ai rien aussi tout à l'heure. La torture, juste pour dire, je dois être l'un des Français à avoir le plus vu tout ce qui peut se faire en matière de torture. Alors que ce soit au Rwanda avec les massacres qui ont tous été filmés avec des téléphones ou des caméscopes, que ce soit dans tous les conflits possibles du monde, il y a des gens qui collectionnent ces films et donc forcément on les retrouve sur les CD qu'on me confie. C'est quelque chose d'assez violent quand on n'est pas formé. Il n'y a pas de groupe de parole, il n'y a personne qui s'intéresse à ce que je peux ressentir. Donc là, c'est des choses qu'il faut apprendre. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je suis assez sensible. Je suis toujours malheureux de parler de ça parce qu'il y a des gens qui font des métiers absolument extraordinaires et qui sont confrontés à ça, à la détresse humaine, que ce soit les médecins urgentistes, le SAMU, les pompiers. Donc moi, finalement, je suis qu'un petit joueur, mais je pensais, en étant informaticien, être assez tranquille derrière mon ordinateur. Finalement, le monde revient rapidement à moi. Il faut savoir maîtriser ses opinions. Moi, je suis un citoyen, comme tout le monde, j'ai droit à la liberté d'expression. J'ai mon opinion assez critique sur la Adobe, Snowden, etc. Je suis un militant. Pour autant, c'est absolument pas ce qu'on me demande et il faut complètement maîtriser cet aspect-là quand on vous demande un avis technique, froid, scientifique dans un dossier. C'est pas le moment de pousser ses pions. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien maîtriser, sinon on n'est pas crédible, on ne reste pas expert longtemps. Ça m'a appris beaucoup dans la gestion des réunions de crise. D'abord parce que dans mon métier, j'ai des réunions de crise, hein, dans mon entreprise, ça arrive. Mais là, c'est quasiment à chaque réunion d'expertise. Hein, vous êtes au milieu de 2 entreprises qui se déchirent, ou 3 entreprises qui se déchirent, et vous êtes un petit peu celui qui anime la réunion. Donc c'est très formateur et en même temps assez étonnant. En particulier quand les parties viennent vous titiller avec des dires agressifs, des remarques qui peuvent être pertinentes, mais qui sont faites justement pour que vous sortiez de vos goûts. Bon, faut rester zen. Je ne prends pas de produit particulier, mais voilà, ça fait partie du jeu. La phobie administrative, j'en ai parlé. Ne pas juger, donner un avis objectif, j'en ai parlé également. Maîtriser sa parole, là, on va plutôt être sur ce type d'information. Le secret de l'instruction, je tiens un blog, mais je ne donne pas d'informations sur une affaire en cours ou des choses de ce type-là. C'est évident. Les blogs de médecins, les blogs de magistrats sont tenus à ces choses-là. Attention, je ne suis pas fonctionnaire, hein, donc je n'ai pas de devoir de réserve. Hein, il y a beaucoup de gens qui confondent tout ça parce que forcément, les magistrats étant fonctionnaires ont un devoir de réserve. Moi, je n'ai pas de devoir de réserve. Pour autant, je suis tenu au secret d'instruction strict. Des données confidentielles, mais ça finalement, on est tous des professionnels, donc on a tous habitude de ces choses-là. Je n'ai pas de publicité particulière à faire. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai choisi un pseudo sur Internet, même si, vous le savez, ce n'est pas très difficile de retrouver mon nom. Hein, je suis bien placé pour savoir qu'on ne se cache pas facilement sur Internet. Maîtriser sa parole, c'est aussi faire les frais de la liberté d'expression. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis passé au tribunal parce qu'un confrère m'a attaqué sur le fait que j'avais ouvert un blog. Donc finalement, j'ai vu aussi
puisque j'ai été mis en examen, c'est un grand mot, mais bon, je suis passé en audition auprès d'un conseiller de la cour d'appel. C'est très impressionnant. À ce moment-là, je peux vous... Enfin, moi, je dis tout, hein, donc effectivement, c'est assez... Mais bon, il faut savoir aussi défendre sa liberté d'expression. Un peu de bibliographie très rapide, c'est écrit en tout petit. Comment ne pas endormir son auditoire en 30 secondes, la communication orale avec diaporama. Hein, ça, je recommande à tous les étudiants, en tout cas à tous mes étudiants. L'expert et l'expertise judiciaire en France, l'informatique de gestion, droit de l'informatique et des réseaux, 2 tomes. Alors ça, c'est 2 tomes, c'est 900 €. Donc, bon, c'est pas forcément facile à acheter quand on est en couple, hein, donc c'est l'argent du ménage, hein, donc j'explique, ma femme est compréhensible, puis je les achète tous les 10 ans. Donc, éléments de droit pour informaticiens, et puis bien sûr, par souci de partage, je produis des livres qui sont gratuits, des PDF qui sont téléchargeables sur mon blog, Zitom, blogspot.com. Une conclusion, la justice est un univers passionnant, c'est réellement passionnant. Je vous invite tous ici à aller assister à un procès. Un procès, alors ça peut être... Alors les cours d'assises, c'est peut-être le plus dur, mais c'est quand même passionnant, c'est hors norme. Vous verrez des gens fantastiques. La justice a très peu de moyens, mais les gens qui travaillent dans cet organisme, dans cette administration, sont des gens dévoués, sont des experts. Vous pouvez aller voir aussi des procès civils, prud'hommes, enfin, etc. Vous verrez vraiment un univers assez différent du quotidien de l'informaticien. Travailler comme expert en informatique, c'est relever un challenge. Je l'ai dit tout à l'heure, l'assistance à l'huissier de justice, vous arrivez dans un lieu, une entreprise par exemple, où on vous demande de copier des supports, mais voilà, dans mon coffre, j'ai absolument tout type de matériel capable, alors, à mon niveau, hein, pour stocker absolument le plus de données possible, mais je ne connais pas les systèmes d'exploitation que je vais rencontrer, je ne connais pas la sécurité que je vais rencontrer, et pour autant, le magistrat considère que je suis censé être capable de. Alors que vous êtes bien placé, vous, pour savoir que ce n'est pas si facile que ça. J'en ai parlé, le management de réunion de crise, c'est quelque chose de très formateur, surtout quand on est jeune. Ce sont des choses qu'on apprend par l'expérience dans le monde professionnel, mais quand on débute, c'est quelque chose de très intéressant. Ça force à découvrir d'autres aspects de l'informatique que l'informatique pure et dure, la technique. Moi, j'étais chercheur en intelligence artificielle, j'étais pointu dans un domaine très particulier que sont les réseaux de neurones, et encore les réseaux de neurones récurrents, hein, un type de réseau de neurones. Là, ça permet quand même de sortir de mon univers. Ça force à réfléchir sur ses propres pratiques, puisque j'ai vu dans ma carrière d'expert judiciaire absolument tout ce qu'il ne faut pas faire. Toutes les erreurs, peut-être pas toutes, mais en tout cas un nombre d'erreurs absolument colossales en termes de PRA, de PCA, de serveurs posés dans un couloir avec des traces de serpillière, de machines mal configurées, ouvertes à tous les vents, de contrats signés sur une nappe de restaurant, une nappe en papier, hein, enfin pas le contrat, mais le cahier des charges. Hein, donc c'est absolument fantastique en termes d'apport. C'est aussi pour ça que mon patron accepte que je mène ce type d'activité en parallèle à mon métier, à condition de poser des jours de congé. Enfin, je terminerai par ça. C'est quelque chose à la mode aujourd'hui, mais qui est au fond de chaque expert judiciaire, l'appel du devoir, évidemment, en anglais, Call of Duty. Je vous remercie.
personnes qui. C'est leur métier du coup, ou aux personnes. Enfin, Alors, la grande majorité des experts judiciaires vont être désignés moins de 10 fois par an. Donc, ça ne peut pas être un métier dans ce cas-là. Quelqu'un qui est expert en fumée de cheminée, hein, je dis souvent ça parce que c'est expert en fumisterie, ça m'a toujours fait sourire, ne va pas forcément intervenir très souvent. Par contre, vous avez des catégories d'experts qui sont un peu particuliers. Les traducteurs, par exemple, qui eux ont beaucoup de travail, sont sollicités d'ailleurs à toute heure de la journée et de la nuit, hein, pour intervenir lorsque la personne ne parle pas français. Vous avez les psys, hein, les médecins psychiatres, sans que ce soit leur activité, leur métier, vont quand même être sollicités très souvent, puisque dans quasiment tous les procès, il va y avoir une analyse psy. Mais, sauf erreur de ma part, je ne peux pas tout connaître, ça n'est pas un métier, il n'y a pas quelqu'un qui l'en vit. Alors, l'expert en bâtiment, hein, ça va plutôt être un architecte ou quelqu'un qui travaille dans un métier du bâtiment, effectivement peut gérer un chiffre d'affaires important, parce que ce sont des experts qui vont être sollicités en permanence. Mais bon, en général, ils montent un cabinet de consultants et ils jonglent entre ces deux activités, mais ça reste quand même des cas particuliers. Hein, l'expert en œuvre d'art, il va y en avoir un dans toutes les régions judiciaires de France, bah, lui, il ne va pas intervenir très souvent, sauf quand il va y avoir un cas dans un dossier. Voilà. Dernière question rapidement. Quelle serait la qualité d'un expert judiciaire informatique selon vous? La curiosité. Moi, c'est ce qui me vient souvent. Alors, je répète la question si vous ne l'avez pas entendue. Quelle est la qualité qui me viendrait à l'esprit? La première qualité d'un expert judiciaire, pour moi, c'est la curiosité.